Et bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'espère que ça va bien. On n'est pas encore très nombreux sur le live, c'est normal. Ah. Oui, c'est ça, bonsoir. Bonsoir toi. Tu es tout seul sur le live pour le moment. Espérons qu'il y ait au moins quelques personnes qui se connectent. Au pire, je streamerai pas pour 3 Pékin, on regardera directement tes photos si tu veux. Mais on verra bien. Parce que je suppose que la composition d'images et tout ça, tu connais déjà un petit peu, il me semble. Non, pas du tout, je connais pas. Dis-moi déjà si ma voix par rapport à la musique, ça va. Normalement, c'est les mêmes niveaux que d'habitude, mais je préfère redemander. Yep, tout est bon. Si tout est bon. Sinon, on dit qu'on s'en fout et je fais mon programme quand même. J'avais peur de patiner au moment du golden ratio, tu sais, du nombre d'or, des proportions calculées sur le nombre d'or. Les explications mathématiques, tout ça, je pense que je vais patauger un peu, mais on verra. Parce que, attends. Vas-y, on va faire une simulation. Si... Non, évidemment, j'ouvre pas le bon. Tac. Si je me souviens bien, c'est que... Oula! Merde, c'était pas ce que je voulais voir. Bon, c'est pas grave, ça marche. C'est que C est égal à la moitié de A plus B. Je pense que c'est ça. Non, c'est pas la moitié de A. Oh. Je suis perdu. Charlie va écouter et juger. Et voilà, à mes souhaits. Bah ouais, bah écoute, on verra tout à l'heure. Je pense qu'on fera un petit saut sur Google pour avoir ça. Et je sais juste que c'est calculé, que ce passage-là est calculé par rapport à ça. Mais voilà. Bon, mais sinon, c'est le seul truc où c'est un peu complexe. Après, le reste est très simple et facile d'accès. Je vois qu'il y a une 3e personne qui vient de se connecter. Donc je te dis bonsoir, nouvel arrivant. Donc ce soir, on va parler de composition en photographie et de comprendre, quand on a une belle photo, de comprendre comment, pourquoi c'est une belle photo et
et que souvent ça vient de la composition de l'image. En plus des réglages qui ont été faits, donc la semaine dernière on a vu les réglages de l'appareil photo, là cette semaine on va voir la composition et donc quand déclencher et comment se placer pour faire la meilleure photo possible. Salut Léo! C'était donc toi, ce nouveau viewer. Ça fait plaisir de te voir ici. Donc, pour la petite histoire, Léo qui était avec moi au collège et au lycée. Voilà. Bonjour Lyra. Oui, mes vidéos sont enregistrées et dispo après en replay, je les mets sur ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne YouTube, Aurélien, est-ce que tu peux nous mettre un petit lien vers la chaîne YouTube? Je peux le faire moi aussi d'ailleurs. Hop, attends. Je t'envoie ça. Tac. Tac. Non, c'est bon, je vais le faire Aurélien, t'inquiète pas. Tac. Voilà. Donc c'est dispo ici, parce que bah, les rediffs de Twitch, je suis limité par le fait que par le fait que bah tout simplement j'utilise de la musique non libre de droit, donc il me coupe le sifflet sur la rediff. Ça ne sert plus à rien de voir ma tête parler sans le son. Voilà. Donc ça fait plaisir de te revoir Lyra aussi. Donc comme je disais, on va parler un petit peu de composition d'images. Ouais, il est tard, oui, forcément il est tard à la réunion et t'as sûrement besoin de te reposer. Mais avec plaisir, le replay sera en accès libre sans problème. Oui, donc ce soir on parle de composition d'images. Donc la semaine dernière je vous ai parlé des réglages, de comment faire la photo de la meilleure manière possible et comment gérer les différents réglages que vous avez sur votre appareil. Et cette semaine on va parler de ce qu'il y a à l'intérieur de la photo, du cadre donc, pour en tirer le meilleur. Je vais attendre peut-être encore un tout petit peu, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à la semaine dernière, des choses qui vous ont souvenu en tête, si vous avez testé des photos et tout ça. Autre chose, juste après ces petites explications de composition, qui devraient pas prendre des plombes non plus, j'ai ouvert un serveur Discord sur lequel vous pouvez poster vos photos à vous, pour qu'on les regarde en live et qu'on analyse ensemble ce qui marche ou ce qui marche pas par rapport à l'intention qui avait été donnée au départ, par rapport à l'intention ou ce que vous vouliez montrer dans votre photo. Voilà. Donc si vous aviez pris des photos cette semaine, ou si vous avez des photos que vous aimez bien, et vous vous dites je me demande bien pourquoi elle marche bien cette photo et pourquoi je l'aime bien, et n'hésitez pas. Voilà, ce sera là-dessus. Je vais vous remettre directement un lien d'invitation au Discord ici. Voilà, le lien est copié et je vous envoie le lien du Discord sur lequel vous pouvez poster vos photos si vous en avez envie. Voilà. Autrement, j'espère que tout le monde va bien. Donc on va démarrer dans 5 minutes. Est-ce que vous avez déjà des petites notions de composition? Je sais que sur Aurel, oui, parce qu'on se connaît IRL très très bien et qu'on discutait ensemble pas plus tard qu'il y a 2 heures. Mais les autres, je sais pas où vous en êtes par rapport à ça, si même le terme composition vous parle.
ou si c'est un peu abstrait comme chose. Voilà. Tu connais le compost, mais pas la composition. Oh là là, le modo qui décide de troller, ça commence bien. Oui, le compost, évidemment. Pour les déchets verts et tout ça, et le remettre dans les plantes pour que ça pousse plus vite. Bah c'est exactement la même chose avec les photos, pas du tout. Voilà, tu connais à peu près la règle des tiers, c'est tout. Donc on va voir que, effectivement, globalement, quand on entend parler de composition, on a déjà entendu parler de la règle des tiers, mais que il y a plein d'autres façons de composer ces images, et que la règle des tiers c'en est qu'une parmi tant d'autres, celle qui est la plus connue et la plus évidente, mais qu'il y en a plein d'autres, et qu'elles se complètent. Et qu'il y a plein de techniques pour faire ressortir ces sujets, pour mettre les choses, pour mettre les choses en avant et pour embellir les choses, qui sont complémentaires. Voilà, j'y arrive. Bon, on va s'y mettre. Les autres prendront le train en marche. Lyra, tu es à l'heure. J'ai l'impression d'être un prof en télétravail, au secours. Donc, on va parler effectivement de composition. Je vous ai prévu un petit document avec plein de photos. Tac, voilà. Ça. Plein de petites photos. Ouais, après mettre en pratique c'est une autre question, et bah c'est ça qu'on va voir. Là, normalement, là, ça y est, vous voyez mon écran. Donc, globalement, il y a... Donc, on en connaît une. Il y a une variante de la règle des tiers qui est sur le nombre d'or, par rapport aux proportions du nombre d'or. Ça, j'y viendrai peut-être avec un petit passage rapide vers les maths, mais il faut juste comprendre que c'est une variante de la règle des tiers. Ensuite, il y en a peut-être 4-5 autres qu'on pourra voir assez vite. Donc, pourquoi je suis sur Lightroom? Tout simplement parce qu'il y a un outil génial de recadrage qui nous permet de voir directement les différents traits de composition. Et donc d'être sûr que d'être sûr d'où est le tiers et pourquoi. Enfin oui, d'être sûr d'où est le tiers et si on est bien dans notre composition. Alors, donc la règle des tiers, effectivement, c'est de mettre les points d'intérêt de l'image au niveau du tiers de l'image, c'est-à-dire de la diviser en trois parties à chaque fois, et de mettre le point d'intérêt de l'image au niveau du tiers ou à l'intérieur d'un des tiers. Moi j'ai plutôt tendance à le mettre au niveau du tiers, j'ai plus l'impression que l'œil arrive directement au moment de sa lecture sur ce point-là. C'est-à-dire que si j'avais fait un truc comme ça, hop, la photo fonctionne quand même, mais on regarde d'abord au milieu et on voit le château après. L'idée étant que quand même on voit le château directement. Alors il aurait pu être comme ça. Hein. C'est juste que je voulais garder un peu de ciel et garder un petit peu plus de l'espace. Mais il aurait très bien pu être là directement, tout pile. Et bonsoir Sylvana Desforêts. Bienvenue, installe-toi. Donc on parle de composition, je commençais à aborder la règle des tiers, qui est de donc diviser le cadre en 3 et de mettre de mettre le sujet au niveau du tiers. Donc là ici on le voit, je l'ai mise sur le tiers sur le château. Ici, tac, j'ai fait en sorte de le mettre au bord du tiers parce que je sais pas trop pourquoi, mais
Et ça, c'est souvent, si la réponse est parce que je sais pas trop pourquoi, c'est pas top. Oui, parce que j'avais pas suffisamment d'espace et que je trouvais que comme ça écrasait un petit peu et qu'on perdait du paysage. Donc je voulais quand même garder du paysage et que c'était pas mon pote Jonathan le sujet principal de l'image, mais bien Jonathan au milieu du paysage écossais. Souvent, ce que je fais aussi quand je fais de la retouche ou quand je sélectionne mes photos, donc là elles ont déjà été exportées et je les ai ressorties comme ça. Je suis pas allé chercher les fichiers bruts, ça m'aurait pris un petit peu trop de temps à préparer, et comme ça pour vous l'expliquer c'est déjà bien. Souvent quand je dois faire des recadrages comme ça, je regarde si en petit elles fonctionnent, parce qu'il faut pas oublier que les règles sont aussi faites pour être brisées, et que c'est pas parce que c'est pas pile sur la ligne des tiers, je monte mon écran mais vous ne le voyez pas, donc ce n'est pas parce que c'est pas pile sur la ligne des tiers que la photo ne fonctionnera pas. Pour vous aider, tous les appareils photo, il me semble, ont des guides qui peuvent être mis sur le boîtier ou dans le viseur, pour que vous puissiez faire ce cadrage plus ou moins instinctivement. Au bout d'un moment, ça vient tout seul, mais vaut mieux au départ prendre le temps de se dire ok, est-ce que je suis au moins à peu près sur mon tiers. Si vous n'êtes pas sûr, prenez un tout petit peu plus large pour pouvoir recadrer à l'intérieur et avoir de la marge de manœuvre. Mais voilà, donc dans l'idée c'est ça, on peut toujours venir recadrer après, faut pas avoir peur de ça, pas avoir peur même si l'horizon est pas bien droit de redresser la photo. Bon là il est déjà droit donc ça sert à rien, mais vous comprenez l'idée. Pareil, la règle des tiers, ça va aussi vous permettre de lier plusieurs sujets. Alors là, coup de chance, je me baladais dans la rue et j'ai quelqu'un en rouge qui passe au-dessus, quelqu'un en rouge qui passe en dessous. Génial. Donc là, c'est vraiment le moment aussi. Garder l'œil avec la vision périphérique et se dire bon, est-ce que je vais trouver le bon moment. Et au moment de la retouche, j'ai recadré pour qu'ils soient tous les deux sur cette ligne de tiers là. Ça permet donc de lier les deux figures, à la fois donc par quelle proportion de décadrage. Alors, c'est ce qu'on va voir. Pas plus de 10%, ça dépend. Effectivement, pour du portrait, là, ce plan-là en vidéo fonctionnerait aussi. C'est de recadrage, pardon, de recadrage. Alors en photo, on a de la marge de manœuvre. En vidéo, effectivement, 10%. En fait, en vidéo, les résolutions sont beaucoup plus basses et vont être directement au même niveau. Si on filme en 1080, quasi tous les écrans diffusent en 1080. Si j'ai moi mon appareil photo fait 24 millions de pixels, les plus haut de gamme encore font du 42, 64 millions de pixels, même en recadrant à 50%, avec un appareil photo à 24 millions de pixels, un imprimeur il arrivera à t'en faire une affiche. Non, un imprimeur de qualité. Donc en photo on a de la marge de manœuvre, en vidéo effectivement il vaut mieux avoir ces guides directement sur le viseur pour que le cadrage soit bon. Donc oui, faire attention à l'intention de diffusion derrière aussi. C'est sûr que on va pas cadrer ni recadrer autant en fonction de si on veut diffuser pour un téléphone tout petit ou si on veut diffuser pour un cinéma. Ça c'est sûr. Oui, donc la règle des tiers permet de lier les éléments, de séparer certains éléments aussi. Et en portrait, c'est pour ça que je vous l'ai mis là. Vous allez me dire, Antonin, je vois pas bien les différentes proportions de chaque. Enfin, je vois pas bien les tiers, quoi. Pourquoi la règle des tiers elle est importante ici? Parce qu'en fait, c'est au niveau des yeux. C'est souvent en portrait, on va mettre les yeux au niveau du tiers parce que c'est là que le regard se pose tout de suite. Donc c'est du
pourquoi ça marche, on sait pas vraiment. Enfin, ça marche depuis longtemps, et quand vous regardez les œuvres classiques et tout ça, c'est des proportions qui sont assez respectées. De la même manière, voilà, ça, ce sont les proportions du nombre d'or. Alors si Aurel va se marrer parce que je lui disais juste avant que tout le monde arrive sur le live que j'allais patiner sur le nombre d'or, donc vous allez me voir patiner. J'ai jamais été très bon en maths, je vais essayer de vous expliquer ça quand même. En gros, les proportions, enfin le nombre d'or, c'est un rapport de proportion. Vous savez quoi? On va pas s'embêter, on va faire un petit coup de Wikipédia. Nombre d'or, voilà, tac. Vous voyez dans mon historique de recherche le nombre d'emplacements de sorts D et D. Voilà, je fais du jeu de rôle avec Sir Aurel. Donc voilà, c'est ce rapport-là en fait, le rapport où la somme de A plus B divisé par A, c'est égal à A sur B. Voilà. Moi je suis déjà perdu. Non, en gros, faut comprendre que ça, c'est un carré d'une longueur A, que la moitié de A... Oula, ça y est, je patine. Et j'ai perdu 2 viewers. Bref, vous me dites si ça vous intéresse. En gros, c'est un rapport de proportion qui a été calculé comme ça. S'il y a des matheux dans le chat, n'hésitez pas à balancer les infos que vous avez pour l'expliquer clairement. Parce que je vais plus patauger qu'autre chose et je risque de vous perdre. C'est pas ce que j'ai envie. Mais donc dans l'idée, le nombre d'or, vous avez donc ce cadre-là qui est créé et ce cadre-là qui est créé, et inverse, et de la même manière un cadre ici et un cadre ici, et ça on va le retrouver dans notre cadrage là. Oui, c'est intéressant, mais je rame là-dessus. Donc, tout ça pour dire que ça, c'est une variante de composition qui fonctionnera aussi. C'est une variante de la règle des tiers avec des proportions légèrement différentes. Vous pouvez vous dire que ça fonctionne de la même manière. Donc Lyra, quand t'arrivais, tu me disais que c'était la proportion que tu connaissais le mieux. Tac. Ah oui, parce que j'avais fait ça. Voilà. Non, c'était pas du 3 et plus. Bon, tant pis. Le nombre d'or sert aussi à créer donc la suite de Fibonacci. Techniquement, si vous faites ça plusieurs fois en fractal, donc cette figure-là, vous la remettez dans ce carré-là, puis dans ce rectangle-là, vous le remettez encore une fois, et à partir de là, vous redessinez toute cette ellipse-là de plus en plus, ce qui va donner cette forme d'escargot ici. Voilà, je m'attarde pas plus sur le sujet. Parce que d'autres en parleront mieux que moi, et je suis sûr qu'il y a plein de vidéos YouTube qui l'expliqueront très très bien. Mais donc ça nous permet de faire une composition qui dirige le regard du spectateur vers un sujet important et qui donne une cohérence à l'image. Donc là c'est exactement comme ça que j'avais pensé cette mise en scène. Ce sont trois comédiennes d'une compagnie de théâtre parisien. D'ailleurs très heureuse que les théâtres rouvrent. Voilà, donc exactement, c'est pour cette photo, je l'ai suivi exprès, je les ai placés comme ça, on n'a pas toujours le luxe de pouvoir placer, d'avoir le temps, donc là c'était vraiment de la mise en scène, et c'était une photo pour de la communication autour de leur compagnie, mais j'aurais jamais fait cette photo-là si j'avais pas eu en tête l'existence de la suite de Fibonacci et de ce type de composition. C'est pour ça que je voulais vous parler de composition ce soir. C'est que cette composition-là sur la règle des tiers, si j'y mets la règle des tiers, alors attendez, hop, non c'était pas ça le bouton, c'était celui-là. Si j'y mets la règle des tiers, elle fonctionne, mais elle fonctionne pas de ouf quoi.
Enfin, il n'y a aucune ligne qui tombe sur un regard. Effectivement, elles sont divisées, mais c'est pas... Voilà. Elle fonctionne avec un ratio... avec des diagonales aussi. Mais parce que c'est aussi calculé... Cette proportion-là est aussi calculée avec le nombre d'or, mais avec des triangles. Donc ça et ça... Pardon, hop. Ça et ça... Ce sont 3 compositions qui sont calculées avec le nombre d'or. Donc forcément, avec les 3, ça va fonctionner. Voilà. Mais donc, n'hésitez pas à regarder un peu les cadres possibles, les lignes directrices possibles. Là, vous voyez qu'avec les tiers classiques, ça fonctionne pas. Que là, avec cette diagonale, effectivement, ça fonctionne très très bien. Il y a même un alignement qui se fait avec l'ombre et la ligne du bras et la ligne du bras. Bon, là en carré, enfin, si, il y a un œil qui tombe là et un œil qui tombe là. C'est moins clair avec les rectangles. Mais voilà, je sais pas si j'ai été très clair sur le nombre d'or. Je vous invite à aller voir peut-être d'autres vidéos sur internet. Mais c'est une des compositions les plus complexes à expliquer. Sachant que voilà, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps, puisque même les pyramides sont construites en suivant ce modèle-là du nombre d'or. Mais donc au-delà donc de ces tiers et tout ça, on peut aussi très bien composer en symétrie. Pourquoi celui-ci est là, je ne sais pas, il devait être ailleurs, je pense. Voilà, donc comme le dit Sir Aurel, un ratio agréable à l'œil. Effectivement, on peut le dire comme ça. Alors, donc ça c'est l'exact opposé de la règle des tiers, c'est que plutôt que de mettre le sujet sur le tiers de l'image, on va le mettre au centre, et donc comme 2 pages d'un livre, la symétrie, on voit ça quand même assez tôt au collège, donc vous connaissez, y a pas de souci. Mais donc on peut composer avec de la symétrie. Là, les 2 fenêtres se répondent, donc c'est des choses qui fonctionnent très bien avec la photo d'architecture. Donc comme ici, comme là aussi, puisque forcément il y a énormément de bâtiments qui sont symétriques, et qu'on n'a pas forcément envie de prendre de prendre en photo avec la règle des tiers. De la même manière, il y a certaines grandes allées aussi qui fonctionnent. Alors voilà, celle-là était pas... je crois que je n'ai pas choisi la bonne, mais voilà, en recadrant un petit peu, on retombe sur une symétrie. Tac. Donc là on a encore une symétrie, et je pense qu'on a aussi une règle des tiers avec les 2 sujets. Donc comme je vous le disais, les 2 se complètent. On a le décor qui est symétrique, donc on compose sur le décor, mais en plus, les deux personnes qui étaient avec moi, qui elles aussi sont en train de faire des photos d'ailleurs, des photos et des vidéos, sont sur la ligne des tiers. Donc on commence à voir que il n'y a pas une seule règle à suivre, mais plutôt un ensemble de règles à avoir en tête pour pouvoir faire au mieux. N'hésitez pas si je vais trop vite, s'il y a des choses qui sont pas très claires, sauf sur le nombre d'or parce que je saurais pas expliquer mieux. Bisous Shorkan. Mais donc, voilà, vous avez encore une fois de la symétrie. On peut très bien centrer le sujet sur notre... centrer le sujet dans l'image. On peut, si possible. Ce qu'il faudrait pas faire en fait, c'est être sur un entre-deux, comme ça, et encore, voilà, sur un truc comme ça, où là, on est ni dans une composition centrale, ni exactement sur un nombre d'or, ni sur une règle des tiers classique.
comment tu choisis s'il y a plus de ciel ou plus de terre? Et ben ça c'est vraiment en fonction de l'intention. Alors ça c'est j'allais y venir aussi un peu plus tard. J'aime bien quand on anticipe sur ce dont je vais parler. C'est toi qui vas donner le sens à ta photo. Donc plus de ciel, tu donnes plus d'espace, plus de souffle à ton image. Plus de terre, tu rabaisses ton point de vue, enfin tu ramènes ton point de vue vers le bas, et tu te dis voilà, est-ce que qu'est-ce qui est le plus important en fait dans ton image. J'en ai d'autres qui vont arriver où il y a beaucoup de ciel, beaucoup de terre. C'était un point que j'allais aborder, mais disons que plus tu vas mettre de ciel, plus tu vas donner de souffle à ton image, et inversement, plus tu vas ancrer ton image dans le sol, plus tu vas montrer les choses qui y sont présentes. Donc il y aura plus de choses qui vont se passer dans ta terre que dans ton ciel. Mais globalement, c'est ça, et c'est pour ça que c'est aussi difficile de parler de règles en photo. C'est qu'il y a des règles, mais il y a surtout des situations différentes, quoi. Et à chaque situation et à chaque intention de photographie, on va venir suivre une règle ou une autre. Voilà. Donc non, celle-là, elle était pas là non plus. Pourquoi Bon, tant pis, je retrouverai après pourquoi elle est... Enfin, comment elle a été composée, celle-là. Je sais qu'elle a été composée en symétrie... Ah bah si si, je suis bête. Attends, je les vise là. Mais en fait... Hop, elle était en 8. Non, en 7. Voilà, elle était en jaune. Je me perds un petit peu dans mes repères, c'est pas très grave. Donc voilà, si celle-ci, voilà, il y avait une symétrie entre le ciel et la terre. C'était pour ça que je l'avais mis là. Donc voilà, par exemple, là j'avais décidé d'équilibrer la partie ciel et la partie terre, mais tu pourrais très bien, en suivant la règle des tiers, hop, te dire qu'en fait, tac, tu veux montrer la domination du château sur ces eaux-là, et donc là tu mets le château au-dessus. Au contraire, tu veux montrer que le château fait partie d'un plus grand espace, et qu'il est et lui donner un côté majestueux et épique. Là, dans ce cas-là, tu l'élèves plus vers le ciel, donc là tu mets plus de ciel que de terre. Si tu veux chercher l'équilibre, comme ce que moi je cherchais, avoir un point de vue un peu plus neutre sur la question, hop, tu viens faire de la symétrie. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question, Sylvana Desforêts, mais je peux t'appeler juste Sylvana, peut-être ça ira plus vite à dire. Mais voilà, donc ça c'est la deuxième. On a vu donc la règle des tiers et sa variante sur le nombre d'or. On voit la symétrie, et donc troisième point, on va voir les lignes de fuite. Qu'est-ce que c'est les lignes de fuite? C'est qu'on va jouer avec les perspectives. Là vous voyez que j'ai une composition centrée, oui, plutôt centrée. Tac. Oui, je suis centré comme lui. Voilà. Et je joue avec les... Ah, c'est René! Fort bien. Ok. Ok, bon, ça y est. Je ne te reconnaissais pas derrière ton pseudo. Voilà. Donc là, on va jouer avec les lignes de fuite du décor pour venir concentrer le regard directement sur le visage du modèle, parce que naturellement, on est tellement habitué à avoir des lignes que en fait notre œil va directement suivre ces lignes pour se concentrer sur la tête du sujet. Vous allez me dire, oui, mais on trouve pas ce genre de lignes partout et facilement. Et en regardant, pas mal quand même. Bon, elles sont souvent faites par l'homme, mais pas mal. Il y en a quand même pas mal. Là, par exemple, on a de ça.
Pareillement, donc là, à la fois on a les lignes de fuite et on a une composition en symétrie et centrée. Souvent ça fonctionne ensemble, mais pas à chaque fois. Puisque comme on le voit là, ma ligne de fuite, je pense que je l'ai mise sur le tiers, je suis pas très sûr. Tac. Ouais, elle est pas loin du tiers. Et donc en fait, toutes ces lignes de fuite vont permettre d'attirer le regard vers le sujet. Pareil ici, on a deux lignes de fuite qui partent directement sur elle et qui continuent derrière. Évidemment que notre œil va se poser sur cette cosplayeuse de talent, Casil Cosplay. Si vous aimez le cosplay, je vous invite à vous abonner à son Instagram, Casil Cosplay, qui est une amie de la salle d'armes. Et ça marche aussi sur d'autres points, enfin sur des photos avec un cadrage beaucoup plus serré. Là, moi, je voulais mettre l'accent sur cette vieille corde vermoulue. Et là, c'était vraiment un bateau en ruine, une épave posée sur le bord de l'eau. Donc on a vraiment l'ambiance de l'épave derrière en flou, en arrière-plan. Mais la première chose qu'on voit, c'est quand même cette corde. Déjà parce que net flou, parce que c'est le seul élément net de l'image, mais aussi et surtout parce que ces deux bandes de métal de la rambarde du bateau amènent le regard vers ce point-là. Voilà pour les lignes de fuite. Est-ce que je suis clair sur les lignes de fuite ou pas? Bon, c'est assez simple, mais et globalement vous allez voir que c'est assez simple, mais faut y penser. Et quand on est sur le terrain, quand on va pour prendre ses photos, c'est pas forcément évident de les voir tout de suite. Donc ça vient avec l'habitude, ça vient avec l'éducation de son regard, le fait d'avoir vu beaucoup de photos, d'en avoir fait beaucoup, d'en avoir recadré beaucoup aussi. Je compte même pas le nombre de photos que j'ai recadrées. En me disant ok, ça faut que je le place là, ça faut que je le place ça. D'ailleurs, je pense que voilà, c'est sur le tiers. Voilà, à chaque fois. Oui, non, c'est bon, c'est ça. La ligne de fuite forcément au tiers, pas nécessairement, puisque là, elle est au centre et elle est pas au tiers. Là, la ligne de fuite, elle va au centre. Là, pareil, la ligne de fuite, elle est totalement centrée. Donc, ça dépend. Voilà. Je vais beaucoup répondre ça dépend ce soir, je pense. Voilà, je reste un petit peu sur la ligne de fuite pour voir si vous avez des questions. J'en profite pour prendre un petit coup d'eau. Pensez à vous hydrater, l'été arrive, tout ça. Surtout les personnes âgées, que personne ne se sente visé surtout. La différence entre la ligne de fuite et le point de fuite. La ligne de fuite, c'est ce que tu vois là, c'est ça. Le point de fuite, c'est le point vers lequel toutes les lignes fuient. Et comparé au nombre d'or, ça va. Oui, mais le nombre d'or, je sais que j'ai pas été clair, je suis désolé là-dessus. Je ferai mes devoirs pour la prochaine fois et j'essaierai de vous l'expliquer, mais et de vous l'expliquer clairement. Mais j'ai un doute. Voilà. Bon, donc au niveau des lignes de fuite, en fait voilà, on a une ligne de fuite qui fuit vers un point de fuite. Mais dans la globalité, ça crée la perspective. J'avance un petit peu. Donc, autre élément qu'on peut utiliser en photo, c'est le surcadrage. C'est-à-dire que vous allez, je vais prendre la plus flagrante, pour ça, voilà. Vous allez avoir une image, donc vous avez votre cadre, enfin votre image c'est déjà un cadre, et dans votre cadre, vous avez un autre cadre qui vient enserrer le sujet. Donc là, en l'occurrence, l'intérieur d'une cabine téléphonique. Dans la nature, c'est assez difficile de le faire, mais vous pouvez jouer avec un avant-plan, par exemple, qui va venir
qui va, un arbre par exemple qui va venir refermer l'image à un endroit, donc créer une autre portion de cadre. Vous pouvez jouer avec des branchages, vous pouvez jouer avec des pierres, il y a pas mal de solutions en fait pour surcadrer les plans. Voilà. Ensuite, donc là, pareil, c'est plus subtil, mais le cadre est en arrière-plan en fait. Donc vous avez toujours le cadre de l'image, mais quelque chose qui vient encadrer aussi le sujet, qui du coup concentre votre regard vers le sujet. De la même manière, là, vous avez le cadre général, plus un cadre, un autre cadre ici, et ça qui vient diriger votre œil par là. Ça c'est pareil, c'est une sorte de ligne de fuite. On peut voir ça comme ça, mais ça reste une ligne fuyante, même si elle va pas vers l'extérieur. Ça suivrait un point de fuite possible. Voilà. Et même en photo de rue, vous pouvez faire du surcadrage en jouant, donc comme je vous le disais, avec un avant-plan, avec les choses qui sont présentes. Donc là, le monsieur sur son stand de hot dog, vous avez un carré ici qui l'encadre, un carré ici qui l'encadre, encore un carré qui l'encadre comme ça, parce que ça ferme l'image, plus le cadre de l'image. Voilà, celle-ci était volontaire parce que j'étais dans ce qu'on appelle un photo walk, une promenade en photo entre photographes, qui avait pour thématique justement le surcadrage. Et je crois que j'avais aussi rajouté du vignettage, c'est-à-dire que j'avais assombri le bord de l'image pour avoir plus de luminosité à cet endroit-là, ce qui vient encore concentrer de façon un peu inconsciente le regard sur le vendeur. Voilà pour le surcadrage. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Des interrogations? Êtes-vous circonspect? L'intention du surcadrage, soit mettre en évidence le sujet, voilà, peut-être montrer son enfermement. Moi, c'est un peu ça que je voulais faire avec elle, avec cette série-là. C'est dire que le personnage a beau être bien habillé, ça reste une série fashion et tout ça. Le personnage que je mettais en scène est un peu enfermé dans sa condition. Voilà, c'était l'intention. Est-ce que l'intention arrive au bout ou pas? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, là, effectivement, l'intention, c'était de voir ça, quoi. Parmi les Wong Kar-wai, professionnel du professionnel du surcadrage, puisque dans tous ces films, tous ces plans sont surcadrés, tout particulièrement In the Mood for Love. Si vous voulez une masterclass sur le surcadrage, regardez In the Mood for Love. Vous allez voir que dans la première demi-heure du film, il n'y a pas un seul plan où il n'y a pas de surcadrage. C'est particulièrement flagrant ici, quand le personnage est cadré dans le miroir, alors qu'il est en train de discuter avec cette femme. Et effectivement, dans le film, ça montre l'enfermement des personnages dans leur situation, dans leur milieu social, dans la condition dans laquelle ils sont, etc., etc. Là, pareil, vous voyez bien le surcadrage. Ici, ça se voit très très bien. Ici également. Pareil, ici aussi, surcadré. Tac, tac. Voilà.
surcadrage et voyeurisme. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Il y a un côté très intime et très refermé. Mais est-ce que j'avais prévu d'autres photos surcadrées dans mon truc, dans les 5 étoiles? Non, ça devrait peut-être. Voilà. Ça appelle pas au voyeurisme par exemple. Donc celle-ci c'est une photo de Robert Doisneau. Je voulais vous montrer que même que les plus grands faisaient utilisaient ces règles de composition aussi. Robert Doisneau, typiquement. Moi je vois pas du voyeurisme, c'est plus ça concentre le regard sur un sujet, ça le cadre, ça le met même en valeur, puisque là il est comme cadré dans un tableau. Est-ce que c'est un voyeurisme? J'ai pas l'impression. Voilà, pour répondre à ta question. Mais ça peut, effectivement, il y a un côté caché derrière les objets. Tac, voilà. Mais là, on s'est surcadré plus légèrement, mais il n'y a pas de côté voyeur. Mais si un jour tu veux donner un côté voyeur à tes photos, effectivement, tu vas plutôt jouer sur du surcadrage et sur des strates de profondeur de champ, c'est-à-dire qu'il va y avoir des choses en avant-plan. C'est peut-être plus encore le fait qu'il y ait des choses en avant-plan qui donne l'impression que le photographe est caché derrière quelque chose ou derrière quelqu'un. Encore une fois, c'est une question d'intention. Je passe à la suite, du coup. La suite étant... Ah bah non, c'était ça. Étant les motifs. Ah oui, non mais je veux pas et plus égale A, voilà. Les motifs, donc ça va être plutôt une répétition de la même chose, sans vraiment... Alors moi c'est c'est la règle de composition que j'utilise le moins et que je perçois le moins dans la vie, parce que ça me parle pas. Mais l'idée c'est la répétition de la même chose qui va venir remplir complètement votre photo comme une mosaïque, comme un motif qui se répète tout simplement. Donc des photos de moi avec des motifs, c'est peut-être le moins flagrant. Ça sert beaucoup pour la photo de nourriture, par exemple. Dans la photo de culinaire, pour bien présenter des macarons, par exemple, là typiquement, on est sur du motif. C'est du... là, on les reconnaît bien, ça donne envie. Mais... Ça y est, t'as faim. J'ai pas mangé encore non plus. Oui, ça donne faim. Donc voilà, c'est pas mal utilisé par exemple pour les photographes de mariage pour mettre en valeur ce qu'ils appellent the venue en anglais, c'est la table tout simplement, la tablée et ce qui va être servi aux convives. Voilà. Et également par pas mal de... C'est pas mal utilisé en photo d'architecture aussi. Tiens, puisqu'on y est, je peux peut-être retrouver ça sur les motifs. Est-ce que j'en ai là? Est-ce que j'avais joué là-dessus? Oui, voilà. La répétition de motifs. Donc ça, c'était pendant notre session sur Cyberpunk, où je vous montrais qu'on pouvait faire de la photo dans du jeu vidéo. Là, typiquement, c'est la répétition du motif qui rend la photo intéressante. Et le fait d'aller chercher un détail dans le cadre. Voilà. Et dernier point, et non des moindres, c'est ce que j'appelle l'espace négatif. Non? Est-ce que j'en avais... zut alors. Est-ce que j'en avais prévu? Ah voilà, c'était le 2. Espace négatif. Alors, Kezako, que l'espace négatif, c'est le fait de laisser du vide dans l'image.
si je voulais accentuer l'espace négatif, par exemple sur cette photo-là, d'ailleurs on va pas prendre cet aspect-là, mais on va prendre un vrai aspect 8-10, voilà, pour écraser et rendre encore plus solitaire cette petite maison, là, voilà, ça c'est une photo avec beaucoup d'espace négatif. C'est une... on va remonter un petit peu là. Donc l'espace négatif, à quoi ça sert? Ça sert à donner du souffle et à concentrer sur le seul truc intéressant de l'image, puisqu'on va ne voir qu'une seule chose. C'est typiquement ce genre de photo là. On pourrait faire la même chose ici en resserrant encore et en mettant vraiment le personnage dans un coin. Vous voyez comme instinctivement j'ai mis le tiers sur la ligne d'horizon. Voilà, je vous parlais en même temps. Je viens de me rendre compte que je l'ai fait. Mais voilà. Hop, d'ailleurs on va quand même le remettre plutôt dans le dernier tiers. Mais voilà, là vous montrez un peu la petitesse de l'homme face à la nature. Voilà, pareil, vous pouvez le faire ici, passer la photo en... Allez, tourne, voilà. Passer la photo en horizontale, et tac, montrer... Il y a un côté beaucoup plus graphique. Je comprends pas ce que tu me dis sur le sujet indiscret. Bonsoir Guillaume. Ravi de te voir ici ce soir. Est-ce que tu peux me préciser sur ta question sur le sujet indiscret? Donc là, vous voyez comme en fait le... Alors là, en l'occurrence, effectivement, il n'est plus sur le tiers ni sur les autres. Il est... globalement, le sujet sur ce genre de photo... Ah, oui. Sur ce genre de photo, effectivement, on peut le recaler sur un tiers. Hein. Ça marche aussi. Hein. Là, si je fais ça, mon sujet, il est quand même sur le tiers. Il est très bas, mais il est sur un tiers. Regarde, je vais prendre la dernière photo, qui s'y prête très bien aussi. On peut faire aussi de l'espace négatif avec ce genre d'image. Où là, il est pile sur le tiers, et on ne voit que ce bateau, parce que, typiquement, il n'y a que ce bateau à voir. C'est plutôt à ça que va servir l'espace négatif. C'est comme il n'y a plus rien de parasite autour, on ne voit que ça. Je sais pas si ça répond, si c'est clair sur ça. C'est une des choses les plus dures à faire, parce qu'en fait, globalement, vous allez toujours avoir quelque chose dans votre image qui vient attirer le regard à côté. Souvent, ceux qui font des photos d'espace négatif, je vais vous montrer sur... Negative Space Photography. Souvent, c'est des choses utilisées avec soit des points de vue particuliers, où là, effectivement, vous voyez, le sujet est isolé, et on ne voit que lui. Voilà. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Mais souvent, on va venir supprimer les éléments gênants. Par exemple, tenez. Paf, paf, paf. Là, on a clairement 4 règles de composition en même temps.
on a donc ce que je vous disais, l'espace négatif, hein. Il n'y a plus que cette petite silhouette qui se déporte dans un grand espace sombre. Merci pour le t-shirt. Oui, t'as l'impression de rien prendre en photo, effectivement. Tu photographies le ciel et tu fais « Hein ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Donc là, on a une silhouette, on a un surcadrage, on a des lignes de fuite, et on a la règle des tiers. Si ça, c'est pas... Enfin, voilà. Vous voyez à quel point l'accumulation de ces règles peut donner une grande photo. Voilà, c'était là où je voulais en arriver. Je suis très content d'être tombé par hasard sur cette photo-là en vous expliquant l'espace négatif. Mais on est dans ce type-là, quoi. Dans ce type d'image-là, et c'est ça qu'on cherche à obtenir. Voilà. Paf, paf, paf. Non, c'était pas ça que je voulais... Est-ce que vous voyez mon Discord, d'ailleurs? Si je montre mon Discord, je vais voir que j'avais cliqué dessus sans faire exprès. Ouais, c'est bon, vous pourrez le voir. Hop. Et dernier point... Alors oui, donc ça c'était pour vous montrer la suite de Fibonacci. Voilà, dernier point, je voulais vous montrer justement plusieurs grandes photos qui utilisent des thèmes différents. Donc ça c'est Leonard Fried. Donc cette photo de matin, on va les mettre en grand parce qu'on va pas se priver. On va quand même pas se priver et les mettre en trop petit. D'ailleurs, hop, je vous enlève ma tête. Parce que des belles photos comme ça se regarde sans rien d'autre à côté. Donc là, vous voyez qu'on a des lignes de fuite, hein. Des lignes de fuite qui viennent concentrer le regard sur cette poignée de main. Le moment est magnifique aussi. Vous avez, on va revenir au truc, mais vous avez la règle des tiers sur Martin Luther King. Tac. Et vous avez pas si vous avez peut-être Fibonacci. Voilà, vous avez Fibonacci, et vous avez la suite de Fibonacci qui vient directement sur la petite main, enfin sur le serrage de main. Donc ça fait 3, encore une fois. Je remets ma tête. Donc là, voilà, on voit qu'il y a au moins 3 règles de composition qui sont respectées. Alors celle-ci, on est presque... Je pense qu'on... espace négatif, hein, on les voit quasi que eux. Pour les surcadrages aussi, puisqu'ils sont cadrés par surcadrés par la scène. Symétrie, hein, ils sont centrés. Bon, celle-là elle est belle parce que surtout parce que c'est le moment, mais aussi parce que la composition est là, vous voyez qu'ils sont quand même eux au centre de la règle des tiers. Voilà, on peut aussi centrer, donc faire 3 blocs avec au centre le sujet principal. On a tendance à dire qu'il faut décadrer un petit peu. Elle fonctionne aussi décadrée. Oh là là, je me déteste de faire ça, mais voilà, la photo originale est comme ça. Souvent, ce qui fait aussi une grande photo, c'est l'instant où elle a été prise. Là, sur celle-ci, c'est Douaneau, ça, il me semble. C'est Douaneau? Ouais, c'est ça, c'est Douaneau. Les écoliers de Douaneau. On a évidemment les lignes de fuite de la rue de Rivoli. Qui ressemble plus du tout à ça d'ailleurs, la rue de Rivoli. Vous avez la règle des tiers, pas forcément. Si, voilà. La règle des tiers, mais sur le nombre d'or. Toutes les têtes de bambins sont là sur le nombre, sur le tiers du nombre d'or.
puis le centre c'est les voitures, puis au-dessus c'est Paris. Et vous avez un jeu de motifs, évidemment, parce que vous avez tous les pavés, vous avez tous les enfants qui font un jeu de motifs, et voilà. Bah non, enfin la rue de Rivoli elle ressemble plus à ça, surtout parce qu'il y a plus de voitures et qu'il y a plus que des vélos et des bus maintenant. Je sais, je fais partie de ces connards de cyclistes qui roulent au milieu de la rue de Rivoli. Voilà, donc là, celle-là, je vous en avais parlé, c'est du surcadrage et une composition centrée, il me semble, hein, voilà, centrée. Et en dernier, vous savez quoi, en dernier, je vais vous laisser travailler, à votre avis. Quelles règles de composition sont suivies ? D'ailleurs, celle-là, Henri Cartier-Bresson, For the Win. Faut travailler, travailler, c'est un bien grand mot. C'est un plaisir, voyons. Tiers plus Fibonacci. Fibonacci tiers. Ouais, donc vous voyez à quel point elle est évidente, hein. Effectivement, donc on a la règle des tiers, le tiers classique, voilà, le tiers qui est là, et la suite de Fibonacci. C'est un des exemples qui est utilisé le plus régulièrement pour expliquer la suite de, la composition de la suite de Fibonacci, et surtout, ce qui est fort, c'est que, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, tac, ça arrive là, directement. Donc elle marche en mettant la suite de Fibonacci dans ce sens-là, et aussi en la mettant dans ce sens-là. Donc voilà. La composition, et ça, cette photo-là, c'est sûr qu'il l'a prise à ce moment-là parce que oui, il y a le mouvement, mais c'est pas une règle de composition, le mouvement. C'est plus... si t'avais été là la semaine dernière, effectivement, t'aurais pu dire qu'il était dans une vitesse plutôt basse. Genre il doit être au 125e de seconde à f8 et ISO alors à l'époque c'était de la pellicule, ça devait être du 400 ASA à l'époque. Donc enfin voilà, je sais pas quoi rajouter de plus sur ça. On peut voir aussi que on peut mettre quoi, on va mettre toile de maître. Sur les toiles de maître, on a un peu la même chose sur la peinture classique dans les compositions. Voilà, sur la Passion de Van Gogh, on a la règle des tiers, elle se voit. Là, on a du surcadrage. Voilà. Là, c'est pareil, on a une composition symétrique, on a des lignes de fuite, on a du surcadrage avec les parapluies. Voilà, en fait, la photo n'invente rien, en tout cas au niveau des règles de composition, parce que ça vient de, ça vient d'il y a longtemps, tout simplement. Voilà, donc pas sur toutes, évidemment, mais sur beaucoup. Sur beaucoup. Voilà, je pense qu'on pourrait faire une règle des tiers ici, quoique, c'est moite-moite là. Là, le ciel est moitié-moitié, mais... Et évidemment, quand c'est repris par les concept artistes, si je tape concept art, les concept artistes utilisent à chaque fois la règle des tiers pour composer, ou le surcadrage, ou toutes ces règles de composition là, elles y sont voilà. Donc là, on a le personnage au centre de l'image, avec des lignes de fuite, une composition, ça c'est sur la ligne des tiers, pareil pour ça c'est Tomb Raider, paf, Tomb Raider directement sur la ligne des tiers, un surcadrage,
avec de la nature, comme je vous dis. Voilà. Voilà pour ça. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'en avez pas, je vais me remettre ma cam en plein écran. Si vous n'en avez pas, on va peut-être passer à de l'analyse des... ça a été théorisé à quelle époque? Je crois qu'à partir de la Renaissance, ils commençaient à analyser la composition comme ça. C'est Da Vinci et tout ça. À l'époque où effectivement ils ont commencé à théoriser la perspective et le dessin dans l'espace. Il me semble. Après, ça c'est info pas sûr du tout, quoi. En tout cas, j'espère que ce petit cours accéléré sur la composition vous aidera à faire plus de photos. C'est des nerds tous des cracks. Personnellement, j'ai toujours préféré Donatello. C'est pas vrai, je ne sais pas, je sais pas, c'est celui de quelle couleur Donatello, mais c'est juste pour le faire. Donc voilà, j'espère que c'est plus clair, que ça vous aidera pour les futures photos que vous ferez et pour toutes les créations artistiques en fait. C'est ça qui est bien, c'est que les règles de composition elles vous serviront toujours dès que vous créerez quelque chose. Le violet. Non, moi c'était le rouge. Ça doit être Raffaello peut-être. Mais ça fait bien longtemps. Hein. Ouais, l'espace négatif très intéressant comme composition à faire, très difficile. Si on veut vraiment s'en sortir bien avec l'espace négatif, Photoshop, grand allié. Pour supprimer un petit peu les éléments parasites, Photoshop grand allié. Voilà, dites-moi, bah tiens, vu que Sylvain m'a dit, vu que René, pardon, me dit que l'espace négatif l'intéresse plus, dites-moi quelle composition vous parle plus. Oui, il faut le chercher, ouais, l'espace négatif, faut le chercher. C'est effectivement avec une longue focale, c'est plus facile. Parce que on réduit pas mal le cadre. Les affichages Fibonacci qui existent sur Photoshop. Bah écoute, on va regarder ça tout de suite. Mais je ne suis pas sûr. Après, sur Photoshop, ce que tu peux faire le plus facilement, tu prends un schéma de la suite de Fibonacci avec enfin que tu trouves sur internet et tu le mets en opacité réduite. Comme ça, tu le vois toujours quand tu continues et il te gêne pas et tu vois toujours ton dessin. Ouais, en PNG, c'est ça. Il y en a plein, hein, ça se trouve très facilement. Ça doit exister, mais directement sur Photoshop, je saurais pas te dire de te le trouver, enfin où le trouver comme ça. La règle des tiers vient assez naturellement parce que c'est plus courant, effectivement, parce que les gens en parlent plus aussi. C'est un peu là, et aussi parce que si on regarde un boîtier, enfin, attends, je reviens dans 2 secondes, je chope un boîtier. Hop. Hop, me revoilà. Hop. Donc sur les boîtiers, en fait, on voit, on peut avoir les, voilà, on a les... Ouais, faut que je le montre au bon endroit.
on a des repères sur les boîtiers. Attends, je vais mettre mon torse sur le... Hop. D'ailleurs, si j'évitais d'être sur mon retour, plutôt directement là. Voilà. On a les repères sur le boîtier. Et ces repères-là, c'est les repères des tiers. Soit ceux-là... et on peut afficher un peu tous les repères qu'on veut sur ces boîtiers. Aujourd'hui, c'est dans les réglages, on peut avoir les guides qui se mettent assez facilement. Et effectivement, du coup, la règle des tiers vient plus naturellement. Et comme elle vient naturellement, on pense qu'à elle. Moi, pendant longtemps, j'ai shooté que avec la règle des tiers, sans même savoir qu'il y avait d'autres choses, pour finalement me rendre compte que il y a d'autres qu'il y a d'autres cadrages qui viennent après. Surtout quand on fait de la photo où il n'y a pas moyen de placer les sujets dans des positions improbables pour faire des cercles et des courbes, oui, c'est pas instinctif. Oui, effectivement, les autres compositions sont moins instinctives. Alors la symétrie peut venir assez vite. D'ailleurs, je vous ai montré le maître du surcadrage. Je vais vous montrer le maître de la symétrie. Qui a une place toute particulière dans mon cœur. C'est bien évidemment ce cher Wes Anderson. Si je vais... Voilà, Wes Anderson qui compose régulièrement ses plans avec de la symétrie centrale absolument géniale et magnifique. Voilà, si vous voulez avoir une leçon de composition, c'est Wes Anderson qu'il faut aller voir. Dans tous ses films. Dans tous ses films, c'est de la symétrie centrale, c'est... Voilà. Ah oui, dernier point que je voulais aborder. Au bout d'un moment, les règles, on s'en fout. Donc voilà, celle-là, c'est une de mes photos que j'aime beaucoup, qui marche bien, mais qui ne suit absolument aucune règle de composition. Mais elle est fun. Donc n'hésitez pas aussi à tester. Voilà, n'hésitez pas à tester des choses et à laisser comment dire, le moment venir et à vous laisser improviser. Alors je dis ça, mais si je vérifie, peut-être que quand même elle est un peu composée. Hein. Ouais, voilà, un peu. Mais pas si bien que ça, quoi. Si, c'est la diagonale. La diagonale fonctionne, mais bon. Là, celle-là, je l'ai pas réfléchi, quoi. Elle était instinctive. J'ai vu Dimitri me faire ça, donc j'ai pris la photo. Et à l'instant, oui, voilà, c'est ça, il défie la gravité. Mais donc, n'hésitez pas à tester des choses, à vous laisser faire des erreurs et ensuite à les corriger après s'il y a besoin. Il y a tellement de possibilités pour recorriger ces photos après que n'hésitez pas à le faire. C'est rater, refaites, et ainsi de suite. Voilà pour la première partie du live. Je vais juste arrêter l'enregistrement, dire merci aux gens de YouTube, merci YouTube, voilà. Et on va continuer sur l'analyse de vos photos sur YouTube.